C'est la mission scientifique, une mission qui est composée des Tchadiens et nos collègues français. Nous avons 4 véhicules qui composent cette mission. N'Djamena, Centre national des recherches pour le développement, CNRD. Il est 10h05. Une équipe d'enseignants-chercheurs franco-tchadiens quitte pour une mission de recherche scientifique sur le lac Fitri à Yao, situé dans la province du Bata, à environ 393 km au nord d'N'Djamena, capitale du Tchad. Cette mission scientifique s'inscrit dans le cadre du LMI Viabelo, entendez laboratoires mixtes internationaux, viabilité des socio-écosystèmes au Sahel, au défi des changements globaux. Le LMI est co-dirigé par la professeure Florence Sylvestre, représentante de l'Institut des recherches pour le développement IRD au Tchad et professeure associée à l'Université de N'Djamena, et Dr Dambé Zakine, directeur général de la recherche, de l'innovation et de la coopération internationale au ministère en charge de l'enseignement supérieur. Le LMI est un outil de coopération universitaire et appuie la recherche scientifique entamée depuis quelques années sur le lac Fitri. Le LMI, par définition, signifie laboratoire mixte internationaux. Ça veut dire que ce sont des formes de laboratoire et qui n'ont pas de murs. Parce qu'en général, quand on entend le mot laboratoire, ça veut dire qu'il y a un bâtiment. Celui-là, il n'y a pas de bâtiment, c'est un programme de l'IRD qui consiste à appuyer la recherche dans un domaine précis. Maintenant, dans le cas de notre recherche avec le professeur Florence Sylvestre, c'est de travailler sur les zones humides du Tchad qui ont une sorte de concentration de problèmes. Ça veut dire des problèmes environnementaux, des problèmes sociaux, des problèmes d'accès aux ressources entre les éleveurs et les agriculteurs, et toutes sortes de problèmes, et de mettre les étudiants, les chercheurs sur ces problèmes pour qu'ils puissent les étudier, les traiter et proposer des solutions aux décideurs. Donc le LMI est un élément de coopération de l'ambassade de France à travers l'IRD, de la coopération française. Ça existe dans plusieurs pays. Le Tchad a été retenu en 2020 à travers moi et Florence Sylvestre, que nous co-présidons. Et donc nous travaillons pour la coopération universitaire entre les universités françaises, les universités tchadiennes et les universités sous-régionales. Des chauffeurs expérimentés et habitués à la conduite des véhicules dans la zone sahélienne et saharienne du Tchad prennent les volants des véhicules en vue de conduire les chercheurs sur le terrain. Donc, professeur, vous menez la recherche dans le lac Fitri. Mais qu'est-ce qui vous a motivé par ce choix? Donc quand j'ai commencé à venir travailler au Tchad à partir de 2008, je me suis d'abord intéressée au lac Tchad. Et puis, comme vous savez, à partir des années 2012-2013, il y a eu des problèmes sécuritaires importants dans le lac Tchad. Et comme mon sujet de recherche, mon objet de recherche, ce sont les lacs. Donc je me suis dit, si on ne peut pas aller au lac Tchad, ou moins facilement, alors pourquoi ne pas s'intéresser aux autres lacs du Tchad? Le Tchad a au moins 5 grands lacs. Donc en 2013, on a décidé avec tout un groupe de chercheurs de commencer à travailler sur ces lacs. Parce que le lac Hiro, le lac Fitri, le lac Léré, les lacs d'Ounyanga, en fait, il y avait eu vraiment très peu de recherches. On s'est rendu compte en fait que le lac Fitri, c'est un lac qui est très important. Très important pourquoi? Parce que c'est un vrai poumon économique pour cette région du Bata et même au-delà du Bata. On a pu le suivre maintenant depuis presque 10 ans et on voit qu'il y a des circuits de commercialisation qui sont mis en place, il y a des marchés, il y a du commerce de poissons, il y a beaucoup de productions du lac Fitri qui sont envoyées en dehors du Bata. Ce lac, il est vraiment très important, c'est un poumon économique
Et en plus, il concentre toutes les problématiques de recherche que l'on peut avoir au Sahel. Le changement climatique, par exemple, c'est vraiment une question extrêmement importante parce qu'aujourd'hui, on voit bien qu'on a beaucoup plus de pluie, que ça donne beaucoup d'inondations, ça perturbe beaucoup la vie des communautés pendant la saison des pluies, mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus de ressources, c'est beaucoup plus d'eau. Comment on va gérer tout ça? Et tout ça en fait qu'on a commencé à vraiment s'investir sur ce lac, à créer des groupes de recherche, à créer un projet, donc le projet dans lequel on travaille là, le LMI Via Bello, et on travaille ensemble, chercheurs, enseignants-chercheurs, et surtout, on travaille avec nos étudiants, pour que tous, on ait des regards croisés, en s'associant par discipline, on additionne nos expertises, et on regarde ensemble une question en mettant collectivement toutes nos connaissances, toutes nos expertises pour arriver à résoudre une question. La question de la gestion de l'eau, c'est pas uniquement des géographes ou des économistes, c'est aussi des climatologues comme moi, des hydrologues qui vont, eux, donner la description du système, qui vont dresser l'état de l'évolution de l'hydrologie, et ensuite le géographe, l'aménageur, l'économiste, le gestionnaire, lui, va pouvoir donner aussi son point de vue en fonction de la quantité du stock qui va arriver pour permettre une meilleure gestion. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on a construit notre LMI. Voiture 1, appelle voiture 2, voiture 3, voiture 4, il y a troupeau de vaches devant. Compris. Ok, on fait attention. L'objectif de notre étude, c'était la détermination de la géométrie du lac Fitri, du réservoir et savoir l'épaisseur des couches. Alors, quelles sont les méthodes géophysiques qu'on peut utiliser pour la détermination de ces dimensions? J'ai amené deux instruments différents. Il y a cet instrument-là, donc, qui est un sismomètre. En fait, on va mesurer les vibrations du sol. Et entre la surface et là où on arrive dans la roche en dessous, ça peut être à 50 mètres, à 100 mètres, à 20 mètres. Les ondes vont résonner et cette vibration, on va pouvoir l'étudier et déterminer la profondeur du sol. Et ça, c'est important, par exemple, pour le forage qu'on va faire, parce que ça va déterminer l'épaisseur de sédiments qui vont être échantillonnés. Et la deuxième expérience, c'est la méthode électromagnétique avec les antennes, les grosses antennes que j'ai amenées qui sont dans le coffre. Et là, on envoie une onde électromagnétique dans le sol. S'il y a de l'eau, des argiles, ça va répondre, il y aura un signal. Si on arrive dans le socle, il n'y a plus de signal non plus électrique. Et donc, on sait qu'on arrive dans le sol avec cette méthode. Et on va combiner les deux, à la fois là où on va faire le forage, là où il y a déjà eu d'autres forages, et un peu partout autour du lac. Autrement dit, ces méthodes nous aident vraiment à bien implanter le point de forage et savoir exactement l'épaisseur de couches qu'on doit traverser. Tout à fait. Et après, faire un peu la cartographie dans le cadre de la thèse de ma matière. Les chercheurs décident de faire des visites de courtoisie et d'échanges auprès des autorités départementales et accomplir les formalités administratives. Puis, ils rencontrent le délégué général du gouvernement auprès de la province du Bata au fin de l'informer de l'objet de la mission en vue d'obtenir sa caution avant tout travaux de recherche à Yao, chef-lieu du sultanat et du département du Fitri. Sur tous les plans, nous sommes à votre disposition. Alors, juste une petite question. Le prélèvement dont vous faites allusion, ça aboutira à quoi? Ça va donner quoi? Quel est le but de toutes ces recherches? On est en plein changement climatique. On le voit bien, tous les 2 ans, on a des fortes pluies, on a de fortes inondations. On n'a pas énormément de méthodes sur le terrain. Et quand on n'a qu'un lac, c'est un lieu qui est très propice pour faire cette recherche. Parce que lui, le lac, il va recueillir un ensemble d'informations qui se produisent sur le territoire.
Et en faisant le carottage, on va récupérer cette information. Comme les sédiments, c'est comme un livre. Ils vont nous raconter l'histoire de ce qui s'est passé sur le territoire. En tous les cas, on développe des méthodes pour pouvoir le faire parler. Et obtenir cette information, ça va nous donner plus de connaissances pour pouvoir alimenter les prévisions du climat. Ça, c'est sur l'aspect climatique et même hydrologique. Et effectivement, il y a la préoccupation de la qualité de l'eau, puisqu'on voit beaucoup d'activités se développer autour du lac. Il y a beaucoup de personnes qui dépendent de ce qui est produit autour du lac, de ce qui est pêché dans le lac. On sait depuis avec l'orpaillage qu'il y a l'utilisation de produits toxiques près du lac. Et donc nous avons commencé cette année à travailler sur ça et on voit effectivement qu'il peut y avoir un peu dépollution. Donc on va approfondir la connaissance pour pouvoir mieux cerner ce problème. La recherche commence par l'étude géophysique des sols. Les géologues adoptent à cette fin 2 méthodes, sismiques et électromagnétiques. Dans ces 2 méthodes de prospection, l'objectif est de localiser le socle à travers les champs physiques introduits dans le sol. 16 300. C'est les points les plus forts. Oui, ouais. Ah, Donc ça nous fait Allez-toi vers nous. Allez-toi vers nous. Voilà. Super. Bah, tu peux éteindre alors. Coupez le courant. Les méthodes géophysiques utilisées, à savoir sismiques et électromagnétiques, sont dites non destructives car elles se font sans forage. C'est seulement à travers des champs physiques, ondes sismiques et courants électromagnétiques. Voilà, ça va bien coller. Je vais prendre un peu comme ça. Alors, la batterie c'est bon. On va faire acquisition. OK. Ensuite, on descend dans le menu Acquire. OK. On vérifie qu'il y a les traces. Et maintenant, OK. 20 minutes ça dure l'enregistrement. Les traitements des données collectées donneront des informations pour établir des cartes géophysiques de la zone et d'interpréter la lithologie et savoir à quelle profondeur se trouve le socle. Cette méthode, réalisée à différents endroits du Fitri, permet de comprendre si la partition du sol est homogène ou elle varie d'un secteur à un autre. Un but de la méthode cartésienne est la rigueur scientifique qui privilégie l'observation, la formulation d'une hypothèse, la réalisation d'expériences, l'analyse et la validation des résultats. Les chercheurs parcourent villages, lacs, en répétant les méthodes géophysiques et hydrogéologiques, en prélevant les eaux des forages aux fins d'analyse. Les voici au village Gorko, Fourkouma, Koulnian, Marta, Kilgimibo, Ewade, Ngare, Yulo, Taba, pour ne citer que ceux-là. L'objectif est de tracer la carte hydrogéologique de la zone du lac Fitri, dont une bonne partie de la nappe phréatique est salée. La recherche menée par les chercheurs est en adéquation avec le sujet des thèses du doctorant Mohamed Tahir Mohamed, qui porte sur la caractérisation des aquifères du lac Fitri Tchad, approche géologique
hydrodynamique et géochimique. L'objectif de cette thèse est de comprendre et de caractériser le fonctionnement du système aquifère du Fitri. C'est une quête de solutions aux préoccupations des populations locales, de l'État et des partenaires au développement qui investissent pour l'adduction d'eau potable au profit de la population du Fitri. De recherche, nous avons effectué ce matin 3 mesures géophysiques avec 2 méthodes différentes, la méthode sismique et la méthode électromagnétique. Donc là on a 2 instruments, le plus petit qui est là, le sismomètre. Donc on transporte un peu précautionneusement parce que c'est sensible. Donc ça mesure les vibrations du sol, les vibrations verticales et horizontales comme ça. Et en fait, ces vibrations, elles vont nous renseigner sur à quelle profondeur on arrive dans les roches un peu denses. Donc finalement, ici, qu'est-ce qu'il y a? Il y a du sable, de l'argile récente, et dessous, il y a des roches. Pour chercher l'eau, on a le puits à côté. On ne va pas dans la roche parce que la roche, en général, il n'y a pas d'eau, c'est sec. Donc on veut avoir l'épaisseur de ces sédiments superficiels et avec l'enregistrement qu'on fait avec ce sismomètre, on va récupérer cette épaisseur de sédiments où on peut trouver de l'eau. Alors la deuxième méthode, c'est la méthode électromagnétique. Donc on a 2 bobines ici. Le fil qui va relier les 2 bobines, on écarte les 2 bobines jusqu'à 40 mètres. Et là, ça va permettre de savoir jusqu'à 60-80 mètres comment l'électricité est conduite par le sous-sol. Et l'électricité, c'est conduit par le sous-sol s'il y a de l'eau, s'il y a du sel et des argiles. Ces 2 méthodes-là peuvent aider désormais à éviter de faire des forages qui seront des forages négatifs à des coûts très élevés. Ces 2 méthodes couplées, ça les aide de faire la cartographie des eaux souterraines et de savoir quelles sont les eaux salées. Et puis nous, chercheurs, c'est ça, on fait de la recherche et puis de la recherche appliquée qui va aider la population à avoir des eaux propres, des eaux vivables, quoi. Certainement, on va faire la cartographie du socle, c'est-à-dire pour savoir exactement la répartition de l'épaisseur de couches qui reposent sur le socle au sein de la ville de Yao et ses environs. Raison pour laquelle on est en train de faire des mesures géophysiques dans différents points. Et la finalité, on aura une carte géophysique qui nous précise exactement la variation de l'épaisseur de couches en fonction de l'espace de la ville de Yao et ses environs. Donc connaissant cette carte, connaissant la profondeur du socle, donc si on veut implanter, on peut même orienter les foreurs pour savoir que dans telle zone, il y a tel mètre de profondeur que vous allez traverser pour les couches lithologiques et le socle est à tel mètre de profondeur. Et là, ça lui permettra de choisir des outils pour bien forer, adaptables en fonction de l'évolution lithologique des couches. Voilà, ça aussi, c'est un élément que l'étude pourra nous apporter et ça aide les décideurs, tout comme les entreprises qui vont faire après le forage. Concomitamment aux études géophysiques, il est prévu des forages pour le prélèvement des carottes sédimentaires, autrement dit, des sédiments d'argile ou de sable, en vue de l'étude géologique du sol du Fitri à travers les âges. Il s'agit de reconstituer l'histoire environnementale, socio-économique, anthropologique autour de ces plans d'eau qui jouent un rôle important dans le vaste Sahel tchadien. À cet effet, un camion équipé d'une foreuse et ses accessoires est loué par le LMI avec l'appui de ses partenaires. À l'entrée de Yao, le véhicule s'embourbe. Les difficultés inhérentes aux travaux de recherche des terrains commencent. Une partie des chercheurs, appuyés par les foreurs et la population locale, arrive à soustraire le véhicule de la boue qui le tient prisonnier. Sa progression au bord du lac doit se poursuivre. Au lever du jour,
le carottage doit commencer. Une cérémonie s'organise autour du lancement du forage. Le préfet du département du Fitri, le sultan du Fitri et la population de Yahou assistent à la cérémonie qui lance une opération d'envergure de recherche scientifique qui vise à écrire la plus belle page de l'histoire du lac Fitri à travers les âges. Des différents discours dits à cette occasion, l'on retiendra l'appui institutionnel des autorités administratives à travers les propos du préfet du Fitri, la bénédiction de la recherche par le 106e sultan du Fitri, Sa Majesté Turoma Hassan Absakin, qui voit s'écrire sous ses yeux l'histoire de son royaume d'hier et d'aujourd'hui. La détermination des chercheurs à mener avec rigueur cette recherche scientifique a été prononcée par professeur Florence Sylvestre et autres chercheurs tchadiens, membres de la mission. Le décor est planté. Le carottage doit commencer. Le géotechnicien place une couronne prisme sur un carottier double T6 116 sous le regard attentif des géologues dont la professeure Florence Sylvestre, représentante de l'Institut des recherches pour le développement IRD au Tchad et professeur associé à l'Université de N'Djamena et chef de la mission scientifique, le professeur Pierre Rochette de l'Université Aix-Marseille France, le professeur Al-Hajj Hamid Zagalo, chef de la mission, professeur Abdraman Moussa, docteur Léontine Tekoum, tous enseignants-chercheurs à l'Université de N'Djamena, et Mahamad Taher Mahamad, doctorant à l'Université Aix-Marseille. Dans le cadre de cette mission, nous sommes censés faire des prélèvements de 0 à 40 mètres. Notre mission nous permet quand même d'avoir une machine de sondage qu'on appelle un Apapa 450 et quelques matériels. Le matériel est composé des tiges, des carottiers, ça c'est une tige, des carottiers, double T6, d'un carottier simple et des tubages. Nous avons également le marteau SPT que nous utilisons au cas où nous sommes dans le sable. Donc la machine de forage est utilisée pour forer et le carottier permet de récupérer les échantillons. Pour récupérer les échantillons, il y a un tube intérieur dans cet élément. Au bout, vous avez ce que nous appelons la couronne. Cette couronne qui coupe le matériau et le matériau rentre dans un tube intérieur qui sera récupéré plus tard. Nous avons également, pour permettre de garantir les parois du trou, des tubages et également de la bentonite. Le carottier perce le sol, tantôt par rotation, tantôt par battage. La sortie d'une carotte sédimentaire est accueillie par les chercheurs comme la venue d'un nouveau-né. Elle est couverte de toutes les précautions de sa sortie du carottier à la plaque pour sa conservation. Elle est ensuite enduite de la paraffine fondue pour éviter toute contamination. Le moment semble solennel, mais empreint de joie. Non mais là c'est génial. Là c'est le top, c'est exactement ce qu'on veut en fait. C'est exactement ça. Alors une fois qu'on a sorti les carottes de terre et qu'on les a sorties du carottier, nous les rangeons dans des caisses et nous les figeons avec de la paraffine pour que pendant le transport, elles restent intactes. Il faut maintenant que les choses restent parfaitement alignées. Ensuite, il est très important de connaître où est le haut, où est le bas. Parce qu'en géologie, au plus on va aller en profondeur, au plus on va aller loin dans le temps. Donc il est absolument nécessaire de tout noter les morceaux de carottes pour savoir exactement où nous sommes situés.
Sans ça, tout est inversé et on ne sait plus dans quel sens nous sommes. Donc c'est pour cela que nous étiquons chaque morceau de carottage et que nous les figions bien correctement dans la caisse qui va ensuite être emmenée à N'Djamena et ensuite dans les laboratoires d'analyse. Une carotte sédimentaire, c'est une archive de la Terre. C'est une archive de l'histoire que le lac Fitri a connue, que le Sahel central a connue, et il va nous renseigner sur l'histoire de ce lac. Donc il est important que cette archive soit parfaitement préservée, comme si nous descendions dans le fond du lac pour la lire. Nous la prélèverons, nous l'organisons, et ensuite nous allons l'étudier tranche par tranche, et chaque élément qui la compose va nous renseigner sur l'histoire du lac Fitri et sur l'histoire du climat et de l'environnement du Sahel central et du Tchad. Ça fait de nombreuses années que nous travaillons pour pouvoir convaincre nos institutions que c'est un territoire, un espace sur lequel ça vaut le coup qu'on investisse des moyens pour venir l'étudier. La recherche, évidemment, coûte cher, demande beaucoup de moyens, à la fois quand on est sur le terrain, pour nous permettre de venir sur le terrain, évidemment la logistique, les véhicules, tout ce qui permet aux chercheurs de vivre dans les meilleures conditions leur terrain, mais aussi des moyens comme celui-ci que vous voyez derrière nous pour pouvoir faire un carottage. Évidemment, ça demande des financements conséquents. Donc pour tout ça, on est obligé de répondre à un certain nombre d'appels d'offres, de solliciter nos institutions pour qu'ils nous accordent des financements. Et pour cela, nous avons différents moyens institutionnels, académiques, qui nous permettent d'aller chercher les fonds nécessaires. Au troisième jour du carottage, le sultan du Fitri, Sa Majesté Turoma Hassan Absakin, le 106e sultan de sa lignée, rend visite à l'extraction des carottes sédimentaires. Devant les sédiments extraits du sol et qui renseignent sur son Fitri natal, le sultan voit déjà sa communauté édifiée sur son passé lointain et l'avenir de son lac. Les carottes sédimentaires, extraites du sol des bordures du lac Fitri, sont de belles pages en cours de rédaction. Reste à les déchiffrer. Je suis très réconforté par le fait que je reçois chez moi ici dans le lac Fitri une mission de scientifiques. Je suis présentement venu encourager nos experts, nos éminents experts scientifiques qui sont en train de réaliser un forage inédit dans le Fitri. C'est le tout premier forage scientifique qui est en train d'être réalisé en cours. Je suis d'autant surpris par le résultat préalable qu'ils ont obtenu. D'après les explications qu'ils m'ont fournies, je suis vraiment très ravi. Je suis content pour eux et je pourrais même, si je me permets, de leur présenter mes félicitations vives au nom de toute ma communauté, au nom de toute la population du Bata, de manière générale et plus particulièrement du lac Fitri. Du début des carottages au 19e mètre de profondeur, le forage s'effectue sans difficulté. Les chercheurs projettent faire le plus profond forage possible. À 19,20 mètres de profondeur, la couronne prisme, adaptée au sol argileux et sableux, heurte une roche. Il fallait la changer par une couronne diamantée S6, adaptée aux roches plus dures. Le géotechnicien carotte la roche sur 50 cm pour confirmer l'existence du socle.
À 19,70 m, l'existence de la roche est confirmée. Il s'agit du granit d'après la description macroscopique de la roche. Le type de granit sera déterminé au laboratoire par une analyse qui déterminera sa texture, sa structure et son mode d'affleurement. Cette description permettra aux géologues de faire des corrélations avec les autres zones granitiques au niveau local, régional et national. La découverte du granit à cette profondeur est une source de questionnement pour les chercheurs et peut ouvrir la voie à une autre étude du sol. Déterminés pour des résultats probants, les chercheurs se concertent sur la poursuite du forage ou l'ouverture d'un trou B. Au même moment, une partie de l'équipe des chercheurs est envoyée dans quelques villages insulaires et sur le lac Fitri. Situé en plein Sahel tchadien, le lac Fitri est classé site Ramsar le 13 juin 1990. À noter que la Convention de Ramsar est un traité international pour la conservation et le développement durable des zones humides. Il vise à enrayer leur dégradation ou disparition en reconnaissant leurs fonctions écologiques ainsi que leurs valeurs économiques, culturelles, scientifiques et récréatives. Le lac Fitri remplit tous ces critères et joue un rôle important dans la vie socio-économique de la région. À chaque endroit du lac, les chercheurs prélèvent l'eau en vue d'étudier les paramètres du précieux liquide et mesurer la profondeur du lac qui varie d'un endroit à un autre. En cette période de décrue, sa profondeur varie entre 0 et 2,50 m. Voilà, notre appareil nous signale que c'est déjà bon. On va noter les valeurs qu'il nous donne. Alors, vous prenez pour la conductivité, nous avons 99,1 microsiemens par centimètre. La température, 21,8 degrés. Le pH, 8,01. Ok. La pente, moins 68,0 millivolts. La pente, moins 68,0 millivolts. Et là, on s'arrête avec notre kit multiparamètres et c'est fini pour lui maintenant. Dans des bouteilles et des flacons, l'eau du lac est prélevée avec la précaution requise. Elle fera l'objet d'analyses plus pointues dans des laboratoires spécialisés. Ok, bien, on a fini notre tournée de mesure de l'eau du lac pour le doctorat de Mohamed Taher ici. Donc il y a eu 5 mesures de fait. Tout le tour à partir de Yao jusqu'aux îles de Moudo au sud. Et on est revenu à l'embouchure du Bata ici. Donc le Bata, c'est la rivière principale qui remplit le lac à la saison des pluies. Et ce qu'on voit, c'est que l'eau, la qualité de l'eau est très variable en fait. Quand on le Bata, ou bien quand on est plus au sud aussi, l'eau est chaude et plus chargée en minéraux. Alors qu'au milieu du lac, l'eau est vraiment froide, elle est 12 degrés plus froide que ici à l'arrivée du Bata, et elle est plus douce. Donc finalement, il y a une épuration par le lac. Hein. C'est comme une grosse fabrique, une usine d'eau douce, ce lac, c'est fantastique. Donc il reste encore les analyses en profondeur. Ça c'est juste les paramètres qu'on les appelle paramètres physico-chimiques in situ, c'est-à-dire sur le terrain.
Et parmi les paramètres physico-chimiques que nous avons pu relever, nous avons la conductivité, la température, le pH, la pente, la profondeur. Professeur Florence, vous avez déployé d'énormes moyens techniques. Avec ces moyens, est-ce que vous êtes au summum de la recherche sur le lac Fitri? On n'est jamais au summum, un chercheur. Un chercheur va toujours essayer d'aller toujours plus loin dans sa recherche. Effectivement, là, sur cette mission, nous déployons de très gros moyens pour essayer d'atteindre ce carottage le plus long possible pour nous donner l'histoire la plus longue de l'environnement et du climat du Fitri, mais aussi de son environnement sédimentaire et de sa géologie. Alors effectivement, effectuer un carottage, ça demande beaucoup de moyens, beaucoup de financement. Ça fait presque 2 ans, 3 ans que nous travaillons pour réunir toutes les conditions pour le réaliser. Mais un chercheur a toujours envie encore d'aller plus loin et effectivement cette mission nous permet de le faire, mais on espère qu'avec les résultats que nous obtiendrons, certainement nous aurons encore envie d'aller plus loin. Et professeur, quelles sont les forces de votre mission? Les forces de ma mission, c'est avant tout la force collective, la force d'une équipe. Ça, c'est l'essentiel. Les chercheurs aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas qu'un seul chercheur qui, lui tout seul, va dire « moi je veux faire ça ». La force d'une recherche aujourd'hui, c'est la cohésion entre nous, c'est les expertises ajoutées et c'est une force collective d'une équipe. Et aujourd'hui, la principale force de cette mission, c'est celle-ci. C'est tout l'ensemble des chercheurs qui se sont joints à cette équipe que nous avons constituée maintenant depuis plus de 15 ans au Tchad et qui nous permettent aujourd'hui d'atteindre, de pouvoir réaliser cette mission et de pouvoir atteindre certainement les résultats que nous espérons. Nous savons que la population, les autorités qui nous ont permis de pouvoir venir travailler ici en toute sérénité et sécurité vont être très impatients de découvrir les résultats. Mais la recherche, c'est du temps long. La recherche, c'est un temps ensuite où il va nous falloir beaucoup de moments, de temps, de réflexion, d'analyse aussi. Donc ça va être un petit peu long, peut-être 1 an, 2 ans. Et nous savons que souvent, la société civile, les populations sont toujours plus impatients d'obtenir les résultats. Nous mettrons tous les moyens que nous pouvons et que nous réussirons à réunir pour le faire. Mais évidemment, on créera peut-être quelques frustrations. J'ai de multiples soutiens. La recherche, c'est avant tout nos soutiens institutionnels, à savoir mon institut, évidemment, l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui m'a affecté ici au Tchad, à l'université de N'Djamena. Cette université, ici au Tchad, qui me soutient, qui m'appuie, qui m'a accueilli depuis 2008, et puis à plein temps depuis 2020. Où je peux exercer pleinement toute ma recherche et l'enseignement aussi et tous les échanges et les discussions que j'ai avec mes collègues. Donc il y a ce soutien institutionnel qui est évidemment primordial puisqu'il nous apporte aussi les moyens de pouvoir réaliser notre recherche. Et puis c'est le soutien multiforme, comme je le disais, d'une équipe de collègues, de chercheurs. On se fait confiance. On parle ensemble, c'est un partenariat, c'est une coopération gagnante-gagnante, constamment. Nous sommes à l'aise entre nous, nous échangeons en permanence, nous sommes des scientifiques. La science, c'est l'ouverture de l'esprit, c'est l'espace donné à chacun de nous pour pouvoir s'exprimer, se confronter, discuter, échanger, mais avancer ensemble dès lors qu'on réussit ensemble à trouver une même ligne de conduite et une même direction. Professeur, vous entendez, vous êtes obstiné par la recherche. Quelle est l'importance de la recherche de manière générale et en particulier pour le lac Fitri? La recherche, je pense que, comme je dis souvent,
l'art et la recherche sont certainement les deux mamelles de l'humanité. Sans la recherche scientifique, je pense que l'humanité n'aurait pas pu faire de grands progrès. Je pense qu'une des plus grosses découvertes de l'homme, c'est la roue. Sans la roue, comment on aurait fait pour avancer? Je pense aussi au progrès technologique, la téléphonie, la communication. Donc la recherche, c'est vrai que pour le commun des mortels, ça apparaît comme quelque chose d'extrêmement abstrait. C'est vrai que souvent, nous sommes obligés de passer par des aspects extrêmement fondamentaux avant de pouvoir en extraire une connaissance disponible ou qu'on peut mettre à disposition d'une population. Nous, effectivement, en sciences de la Terre, on va être beaucoup plus proche des préoccupations en termes de climat, en termes d'hydrologie, d'eau, de ressources. Et en se nourrissant des problématiques et des questions que les populations nous adressent, à ce moment-là, on peut être plus proche d'eux pour pouvoir répondre le plus rapidement possible aux préoccupations. Mais effectivement, moi je suis un chercheur passionné qui croit en ce que je fais parce que, à ma toute petite échelle, avec ma petite connaissance, je suis un simple maillon dans une vaste communauté qui essaie toujours de se poser des questions et de faire avancer la connaissance pour qu'elle serve au plus grand nombre. Dès son lancement en 2020 à ce jour, le LMI Via Bello a obtenu des résultats mesurables en matière d'appui aux études doctorales et des publications. Nous avions travaillé depuis 2020 sur le programme LMI. Les objectifs fixés au départ, c'était d'abord dans un premier temps de fournir un appui aux étudiants. On a pu fournir les appuis aux étudiants qui sont en master. Ils ont donc, sur la base de notre appui, préparé leur master sur la zone du Fitri, sur différents sujets. Et on a également fourni un appui aux doctorants de l'Université de N'Djamena, aux doctorants d'autres universités qui travaillent sur le Fitri. On a également fourni des appuis aux postdoctorants, ça veut dire des chercheurs de haut niveau qui ont travaillé sur différents sujets sur le Fitri. Il y a également l'aspect recherche terrain. Donc on a financé les déplacements des étudiants, parce que quand ils vont sur le terrain, il faut qu'il y ait des financements. On a financé également les déplacements des postdoctorants et de ceux qui sont en master. On a également financé les déplacements hors du Tchad, donc à travers le LMI et l'ambassade de France, pour les gens que nous, on a retenus et qu'on n'a pas de moyens pour leur donner sur le fonds de LMI, qui est un petit fonds. On les a envoyés vers l'ambassade et l'ambassade également a appuyé ces gens pour pouvoir aller dans des laboratoires en France pour faire des analyses, pour faire des séjours scientifiques de haut niveau. Et il y a des étudiants qui sont inscrits en doctorat en France et qui sont appuyés par le LMI. Il y a des étudiants ou des chercheurs qui travaillent dans la sous-région et qui sont appuyés par le LMI. Donc, en termes de résultats au point de vue publication, on a beaucoup de publications qui ont été financées par le LMI. Les dernières publications ont été dans une revue de très très bonne facture aux États-Unis, Nature. Donc les chercheurs tchadiens ont publié là-bas. Et sur des sujets qui préoccupent et surtout l'État tchadien. Des sujets liés au problème de l'eau. Par exemple, dans le lac Fitri, il y a un problème de l'eau. Il n'y a pas que le lac Fitri en tant que dispositif naturel qui accueille l'eau, mais tout autour, il y a des problèmes liés à la présence de l'eau. Parce que l'eau attire tout le monde, c'est une zone humide. Et comment on fait pour gérer l'eau, pour éviter les conflits? Donc, au point de vue physique, il y a des publications sur le lac Fitri, en termes de sa connaissance, en termes de la pérennité, en termes de l'avenir du lac. Et il y a des publications sur le contenu du lac en termes de poissons. Et il y a également des publications sur tout ce qui est socio-économique et tout ce qui est socio-environnemental. Ça veut dire
relations entre les humains et entre les sociétés, entre les économies. Ça veut dire que les éleveurs, les agriculteurs, les pêcheurs, tout ce beau monde a des préoccupations qui sont liées donc au changement climatique, et donc beaucoup de publications ont été faites dans ce sens. Normalement, ces publications ont vocation à appuyer l'État dans la décision qu'il doit prendre pour sauver surtout les zones humides qui sont devenues des zones de tension, des zones de conflit. Le LMI a réalisé quelques forages au profit de la population et contribué à l'achat de l'émetteur de la radio de proximité de Yao. L'université d'Ati, partenaire du projet, a également bénéficié de l'installation en son sein d'une station météorologique qui contribue à la recherche sur l'eau et le climat. Cette station contribue à la formation des étudiants. Dans le cadre du LMI Via Bello, qui est notre projet de laboratoire mixte international, notre projet de collaboration entre l'université de N'Djamena, l'université de Ati, l'université de Sarre, l'IRD et d'autres laboratoires en France. Comme notre projet a pour objectif de suivre toute la variation hydrologique du lac Fitri et que Ati est situé à côté du Bata, le Bata étant la rivière principale qui alimente le lac Fitri, on avait besoin aussi d'avoir des données depuis Ati de la pluie, de toutes les variables météorologiques. Et comme ici nous n'avions pas de station, nous avons décidé, grâce au président de l'université de Ati, d'installer une station ici météorologique complète qui nous permet donc de mesurer l'ensemble des variables météorologiques. Ensuite, on mesure aussi la pluie et également on fait des prélèvements de pluie quand la pluie est là. On fait des prélèvements de pluie pour mesurer un certain nombre d'observations sur cette pluie qui nous permet ensuite de comprendre d'où vient la pluie, combien il y a de pluie et où est-ce qu'elle va aller. Donc cette station est fonctionnelle depuis 2021. Ce type de données est à destination de l'enseignement supérieur ici à Ati et dans d'autres aussi formations à l'université de N'Djamena. Le LMI adopte une politique communicationnelle agissante et une démarche participative dans la recherche sur le lac Fitri. L'atelier multi-acteurs organisé en avril 2024 sur le thème « Quelle recherche sur le lac Fitri pour sa gestion, sa préservation et son développement » en est une illustration. La population locale et les autorités administratives sont régulièrement informées des résultats de la recherche et les lancements de nouveaux projets de recherche. Nous sommes au centre départemental de formation continue des enseignants du primaire de Yao, dans le Fitri. Ce centre comporte une bibliothèque permettant à l'ensemble des enseignants de pouvoir venir se documenter. Pourquoi on est aujourd'hui à faire un projet de carottage? Alors, ce lac Fitri, comme je l'ai dit, est un poumon économique. C'est un espace qui donne beaucoup de services, qui rend beaucoup de services aux populations. Mais comme l'ensemble du Sahel, c'est un espace qui est fortement impacté par un certain nombre de changements qu'on a appelés les changements globaux, à savoir le climat et le changement climatique, à savoir la démographie. Nous n'avons pas de chronologie encore très précise. C'est pour cela que nous avons décidé de venir carotter le lac Fitri et de reconstituer cette histoire avec plus de précision. D'une part, ça va permettre de bien connaître l'histoire du lac Fitri, mais aussi de connaître l'évolution du bassin du lac Tchad à l'échelle du territoire tchadien et qui va nous renseigner sur l'évolution climatique à l'échelle du Sahel central. Et ça, c'est très important parce que pourquoi regarder le passé pour avoir une idée de ce qui peut se passer dans le futur? La moisson est bonne pour les activités de recherche en géologie et hydrogéologie menées par le LMI sur le lac Fitri. Cette recherche fédère des géologues français et tchadiens
des différentes spécialités et un doctorant en hydrogéologie. Les données recueillies serviront de base pour des projets futurs pour le développement socio-économique, l'aménagement du territoire ou la conservation de l'environnement. Au pouvoir public et aux partenaires de les utiliser pour les projets et programmes de développement. En somme, la recherche sur le lac Fitri a permis aux chercheurs d'acquérir une meilleure compréhension de la géologie et de l'hydrologie de la région, d'identifier les ressources disponibles et d'évaluer les risques potentiels. Les travaux des terrains sont momentanément suspendus. Les carottes sédimentaires obtenues et les eaux prélevées sont envoyées dans les laboratoires spécialisés pour des analyses pointues. Les résultats qui sortiront des laboratoires permettront aux chercheurs d'écrire une belle page sur le lac Fitri d'hier, d'aujourd'hui et de demain.